plaisir de vous retrouver à chaque fois pour les comptes de votre émission Le Débat National. Vous êtes très nombreux qui nous encouragez, qui nous soutenez de loin ou de près, qui réagissez à travers vos commentaires pour discuter avec nous à travers ces différents sujets que nous débattons ici. Et ça toujours, je vous l'assure, était un plaisir. Alors pour aujourd'hui, nous parlons encore des sujets aussi pertinents. Le cas de la marche reportée de l'opposition. La fois dernière, nous en avons parlé. Nous y revenons aujourd'hui parce que la marche n'a pas eu lieu samedi 13 mai comme prévu. Après échange entre les organisateurs et les gouverneurs de la ville, il s'est avéré que la marche a été reportée cette fois-là pour le 20 mai prochain, selon les organisateurs, alors que le gouverneur leur avait proposé d'en organiser le jeudi prochain. Alors, qu'est-ce qui entoure cette marche-là? Pourquoi elle a été reportée? Mais qu'est-ce qu'il faut pour que cela se passe dans de très bonnes conditions? C'est dans cette émission que vous aurez les détails avec les analyses de nos différents invités, mais aussi la question du processus électoral. La CENI a fait un point d'information le week-end dernier. Elle a annoncé avoir enrôlé déjà presque l'ensemble de la population congolaise attendue, mais elle a donné en même temps quelques dates calendaires pour les échéances à venir. En tout cas, nous allons essayer de décortiquer cela avec mes invités sur ce plateau. Vous savez, la CENI est confrontée à plusieurs contraintes pour ce qui est du processus électoral en cours. Je m'en vais déjà présenter mes invités. Je reçois pour vous aujourd'hui Maître Norbert Toulankoy, qui est un maître avocat, mais ici je le reçois comme étant un analyste politique indépendant. Maître Norbert, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Georges, merci beaucoup de l'invitation. Vous nous avez fouillé il y a longtemps, mais vous êtes de retour. Non, pas fuir, c'est trop grave. Il y a l'opportunité, les temps qui nous fait généralement défaut. Mais ici, c'est notre maison en tout cas. Hein. Et rassurez-vous, nous revenons à la maison et nous sommes là, on est ensemble. Ça nous arrange de vous revoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Norbert est en face de Fast Ramazani, qui lui est cette fois-là de l'Union sacrée de la nation. Fast, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à CNET Maman. Ça a été toujours un plaisir de pouvoir assister à ces grands débats pour parler du Congo. Oui, Fast, récemment nous étions avec vous sur ces plateaux, bien sûr avec d'autres co-débatteurs, et les gens ont apprécié les analyses, hein, même si vous étiez un peu taquiné par les co-débatteurs de l'opposition, mais vous y êtes resté quand même. Sinon, c'est un plaisir de vous revoir, être de retour sur ce plateau de Le Débat National. Alors, je m'en vais directement le démarrer avec Maître Norbert Toulankoy, qui est un analyste indépendant. Maître Norbert, l'opposition devait avoir une marche. L'opposition, je parle de celle des 4 leaders et leurs policiers, devait avoir une marche le week-end dernier. La marche n'a pas été autorisée, cette fois-là, reportée pour jeudi, selon le gouverneur. Mais l'opposition a pensé la renvoyer au samedi. Ils ont évoqué les contraintes sécuritaires, qu'il y aurait des gens avec machettes et autres, qu'il faudrait désarmer en attendant que la marche ait lieu. Maître, croyez-vous que ces raisons évoquées valaient la peine pour le report de cette marche? Bon, merci beaucoup, Monsieur Georges, de cette question. Déjà, j'aime beaucoup l'intitulé de l'émission, le débat national. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous sommes ensemble pour parler de la nation, pour parler de la République. Effectivement. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que vous m'offrez de parler de la nation. Et je crois qu'avec mon co-débatteur, nous ne parlerons que de la nation. Vous m'avez tout de suite présenté comme analyste politique indépendant. Oui, je le suis. Indépendant, pourquoi? Parce que j'ai choisi de parler rien que de la République et non des individus. Les reports de la marche de l'opposition. J'analyse cette question sur 3 points. La question de l'opportunité du report, la question du régime qui encadre l'organisation d'une manifestation politique, également la question de de l'absence d'une opposition à la République démocratique du Congo. S'agissant de la première question sur l'opportunité du report, était-ce important de reporter cette marche?
La Constitution consacre la liberté d'expression. Tout le monde est libre d'exprimer ses opinions, de réclamer, mieux, de revendiquer un droit. Le processus électoral est un droit. Les élections constituent des droits politiques et fondamentaux dans notre pays. Et les acteurs qui concourent à ces processus, ce sont les opérateurs politiques, les partis politiques et les regroupements politiques. Lorsque ces derniers estiment que ces processus n'aspirent pas confiance, lorsqu'ils estiment que ces processus, en fait, n'impliquent pas une inclusivité, quoi de plus normal de revendiquer un droit? Alors pourquoi reporter ce droit? Moi, je crois que je situe la problématique à deux niveaux. Au niveau des organisateurs de la marche et au niveau de ceux qui sont appelés à organiser ou mieux à encadrer cette manifestation. J'estime que les organisateurs n'avaient aucune raison d'acquiescer ces reports de l'hôtel de ville. C'est-à-dire que vous vouliez qu'il y ait un bras de fer. Exactement. Non, pas bras de fer, je ne soutiens pas le bras de fer. Mais je crois qu'il y avait une opportunité de reporter de la part des organisateurs. Pourquoi ont-ils reporté? Mais l'autorité de la ville, qui est suffisamment informée, a évoqué des conditions sécuritaires qui n'étaient pas réunies. Selon lui, il y aurait des infiltrés avec machette pour saboter. Ce sont que des mots. Ce sont que des mots. La question d'où j'attaque la deuxième partie, la question du régime qui encadre l'organisation d'une manifestation politique, c'est le régime de l'information. C'est qu'on n'avait pas besoin de son autorisation. Les organisateurs n'avaient l'obligation que d'informer l'autorité urbaine. Ce qui a été fait, à mon sens. Ils ont informé, l'autorité a pris acte. Pourquoi évoquer la question de la contrainte sécuritaire juste à la veille de la marche? In tempore suspecto. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que c'est un mécanisme d'étouffement des gens, d'étouffement de la liberté reconnue aux gens de s'exprimer, d'exprimer leur point de vue, d'exprimer leur façon de voir les choses, d'évoquer un soi-disant problème d'insécurité. Qui ne sait que la ville de Kinshasa fait face à l'insécurité? La responsabilité, tout justement, de ces autorités, de résoudre au préalable ces problèmes. Il ne faut pas attendre, dans un temps suspect comme celui-ci, de reporter la marche. Le troisième point, mais on a toujours les gens de l'Union sacrée dont vous avez les représentants sur ces plateaux. Ils ont toujours clamé non, depuis que l'UDPS est aux affaires, il y a absence de l'opposition. Mais c'est tout justement le moment de donner l'occasion à ces gens de prouver. Vous comprenez? Donc, je pense que nous avions décrié ces comportements dans les années passées, les comportements tendant à étouffer la liberté ou les libertés des autres. Nous devrons démocratiser le pays. Et nous devrons réellement démocratiser le pays en laissant aux autres l'occasion de s'exprimer. Ce qui est vrai, et là, c'est un secret de polichinelle, le processus électoral est entaché de beaucoup d'irrégularités. Il y a absence d'inclusivité, il y a absence d'un consensus. Alors, il faut chercher un cadre pour parler de ces choses. Outre cette question-là, les revendications de l'opposition sont multiples. Il y a l'insécurité, exactement. D'ailleurs, vous me mettez les mots dans la bouche. La menace de la balkanisation, elle est patente. L'insécurité à l'Est, qui ignore que le pays vit sous une menace? Mais est-ce que pour le faire, il faudrait nécessairement passer par une marche? Évidemment, on peut procéder. Évidemment. Des marches sont l'une des occasions offertes aux citoyens de s'exprimer. Vous comprenez? Donc, rien n'exclut que des citoyens congolais se lèvent un bon matin pour revendiquer que le pays soit sécurisé, que le pays soit gouverné, que le pays soit très bien géré. Alors, pourquoi étouffer ces paisibles citoyens? Merci beaucoup. Je crois que, pour noter, il n'y avait pas opportunité de reporter. Je constate qu'il y a une violation manifeste et flagrante des droits reconnus aux citoyens de manifester. Il faudrait faire les choses autrement. On vous accuse, vous, de l'Union sacrée, d'avoir voulu, Maître Norbert l'a affirmé ici, que c'est une façon d'étouffer l'opposition qui voudrait s'exprimer. Mais vous, au stade des martyrs, vous aviez manifesté, il n'y a pas eu toutes ces contraintes-là des reports. Mais pourquoi avec les autres, on évoque maintenant des contraintes sécuritaires? Encore une fois de plus, M. Georges, merci pour cette question pertinente. Vous savez, Maître Norbert a parlé d'une chose très importante lors de son introduction. Il a parlé de l'absence de l'opposition dans notre pays. Vous savez,
il y a vraiment une différence aujourd'hui de l'opposition qui existe et de l'opposition qui existait depuis les temps. Une opposition, il faut d'abord essayer un peu de comprendre quelque chose. Une opposition, je peux considérer ça comme une structure, soit quelque chose qui est à l'abri, soit qui est à l'opposé du régime, soit des actions du régime actuel. Alors, lorsqu'on a la personne la mieux informée de la ville-province de Kinshasa, c'est l'autorité urbaine, les gouverneurs de la ville. Alors, il a constaté qu'il y a quelque chose qui peut faire à ce que cette marque, ça peut créer beaucoup d'ennuis. Alors, il a dû proposer, ou soit il a demandé aux organisateurs de pouvoir reporter cette marche-là. Et cette opposition-là s'est entêtée. L'opposition a dit que non, la marche aura bel et bien lieu. Mais quelques heures après, la même opposition a essayé un peu de revoir encore c'est-à-dire on n'est pas sûr son de programme. cette stratégie. Vous savez, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une absence de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition doit être une organisation qui a la constance assez dure. Ça doit être une chose qui, si on programme quelque chose, si on a une organisation, on doit tout faire pour que cette chose-là puisse réussir. Référons-nous de l'organisation lorsqu'il de son vivant les Sphinx. S'il y a une organisation, s'il y a une manifestation, si on a déjà tenu à quelque chose, si cette chose-là ne se fait pas, ça ne sera pas considéré comme une réussite de l'opposition. C'est-à-dire à avoir une opposition radicale. Voilà, effectivement. Parce qu'une opposition. Que vous, comme autorité de comment nous devons reconnaître qu'il y a vraiment une opposition au moment où si il y a quelque chose de bousculade directement cette opposition-là cède. Donc il n'y a pas vraiment un esprit fort, il n'y a pas vraiment un esprit là qui peut déterminer ce qu'il y a une opposition dans notre pays. Mais vous savez, même dans des régimes passés, ce sont des pratiques qui existaient, si je peux le dire. Que non, s'il y a une marche de l'opposition, surtout, l'autorité se mettait là pour essayer un peu d'analyser. Et puis, il y a d'ailleurs des marches qui étaient interdites. Mais ça, le gouverneur n'a pas interdit cette marche-là. Mais il a étudié les contextes actuels et il a dû reporter, voir un peu. Mais dans des régimes passés, il y avait carrément l'annulation. Mais au moins, lorsque vous dites que non, vous avez déjà une organisation, tout est déjà prêt, pourquoi encore si l'autorité essaie un peu de vous dire quelque chose, vous appelez opposition? Et pourquoi ne pas vraiment prouver votre force face à ce genre de situation? Ça allait être d'ailleurs une occasion de pouvoir démontrer aux Congolais que non, nous, on est une opposition et nous avons notre force à nous et nous allons nous organiser de notre manière. Mais céder à une petite pression, je considère vraiment qui est comme les Quinois et l'appel opposition à péter. Vous ne vous réjouissez pas d'avoir une opposition qui obtempère, en fait, aux décisions de l'autorité établie. Vous voulez une opposition qui s'oppose à tout et à tout, absolument. Quand on appelle l'opposition, c'est-à-dire il faut s'opposer. Ouais. Nous, d'ailleurs, on est très, très fiers parce qu'on fait ce qu'on veut. Si on essaie un peu de mettre une petite pression à la soi-disant opposition, directement, elle cède. Mais maintenant, quelle garantie, vous avez de la part de l'autorité de la ville, de la part de ceux qui gèrent aujourd'hui, que la marche prochaine ou le report, cette fois-là, en date du 20, la marche aura bel et bien lieu et que tout ce qu'on a craint le 13 n'aura plus lieu, qu'on aura trouvé comme solution. Oui, vous savez, M. Georges Daher, je peux peut-être les rappeler, si les gouverneurs de la ville n'ont pas proposé que cette marche se tienne le 20. Lui, il a parlé du 18. Oui. Parce qu'il essaie un peu d'étudier. Je l'ai dit ici dans mon introduction qu'il est la personne la mieux informée de la capitale. Donc, il connaît par rapport au contexte actuel et il connaît placer une date où il sait très bien que non, ça ne causera aucun problème. Mais bon, c'est cette opposition, je ne sais pas si elle n'a pas voulu dire que non, on ne peut pas tempérer à la date prévue par les gouverneurs, en croyant que c'est ça l'opposition. Au moment où, si par exemple on arrivait encore les 20, les gouverneurs constatent qu'il n'y a pas vraiment des mesures sécuritaires, il peut toutefois reporter soit annuler parce que
lui-même a proposé une date et cette date-là, il connaît pourquoi il a proposé cette date-là. Mais en vouloir montrer aux gens que non, c'est une opposition au moment où c'est une faiblesse, ils ont voulu mettre leur date. Alors voyons voir si cette date-là sera acceptée par l'autorité. Si cette date-là, par rapport aux études faites par l'autorité de la ville, il y aura pas de contraintes. Alors la marche aura bel et bien lieu. Personne ne les interdit. Maître Norbert, mais par rapport à leur je reviens à vous, Fast Ramazani. Maître Norbert, je vous vois bouger la tête. Vous aviez évoqué que c'était une façon d'étouffer l'opposition, mais en même temps, Fast Ramazani démontre que l'opposition, en principe, n'existe pas parce qu'elle a cédé aux caprices du pouvoir, ce qui n'est pas digne d'une opposition congolaise comme on en a eu dans les temps, mais aussi, aujourd'hui, l'opposition parle du 20 alors que le gouverneur leur a proposé pour les 18, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être une raison de plus pour le gouverneur d'annuler la marche? Monsieur Georges, carrément. J'ai froid au dos. J'ai très froid au dos. Je me demande, les gens de l'Union sacrée, est-ce qu'ils sont-ils arrivés au pouvoir par génération spontanée ou par magie, par un bâton magique? Ce sont des gens qui... En tout cas, excusez-moi, mais ils mettent leurs réflexions, leur cerveau dans la poche, ils se présentent sur des plateaux de télé sans cervelle et ils disent des choses. En tout cas, ils racontent tout sauf ce qui doit être dit. Tout à l'heure, mon co-débatteur vient de faire des déclarations très graves. Et j'en appelle aux autorités de l'Union sacrée de lui retirer la qualité de mandataire ou de porte-parole. Comment vous pouvez dire que le pouvoir a mis la pression sur l'opposition et moindre pression, l'opposition cède? Monsieur, le pouvoir n'a pas pour rôle de mettre la pression à l'opposition. Non. Le pouvoir a pour mission de chercher des problèmes, de chercher des solutions aux problèmes de la société, de résoudre les problèmes sociaux. L'opposition est une institution. L'article 8 de la Constitution consacre l'opposition politique en RDC. Il y a une loi particulière, la loi portant statut de l'opposition. Donc, vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision pour dire qu'il y a un jet de ping-pong, le pouvoir serait en train de mettre les bâtons sur la route à l'opposition, de lui mettre la pression. Ce n'est pas ça son rôle. Et le pouvoir en place doit le savoir qu'il n'est pas dans un jet avec l'opposition. Non, l'opposition doit toujours exister. Et ce n'est pas au pouvoir d'apprécier la faiblesse ou la force de l'opposition, mais c'est plutôt à la population par rapport à l'offre politique que lui présente l'opposition. Donc il reconnaît ici que si la marche n'avait pas eu lieu, tout le monde l'a écouté, c'est par rapport à la pression, ni la menace du pouvoir en place. Mais ça, c'est un aveu grave. C'est un aveu grave. Il dit par ailleurs, les 18 ou le 20, si les conditions sécuritaires ne sont pas remplies, l'hôtel de Lévis peut annuler la marche. Mais c'est encore plus grave. Il nous vante ici l'état des droits, matin, midi, soir, état des droits. Dans un état dit des droits, où la Constitution consacre le régime de l'information, vous êtes qui pour annuler la manifestation d'une marche pacifique de paisibles citoyens? L'autorité... Là, nous tombons tout de suite dans l'anarchie. Avant, c'est-à-dire que ils doivent nous le dire gouverneur, réunissant tous ses services de sécurité, s'est rendu compte que tout n'était pas réuni pour que la marche ait lieu. Monsieur Georges, ne prenez pas la défense de ces gens. L'Union sacrée s'est rassemblée au stade de Martyrs, plus de 80 000 personnes. Ils ont donné l'argent qu'ils voulaient donner l'argent. Et au stade de Martyrs, il y avait toute catégorie de personnes. Mais Ngobila n'a pas étudié les conditions sécuritaires pour réunir autant de gens au stade de Martyrs? Semble-t-il au stade, c'est facile de sécuriser. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. La marche de l'opposition. Comment on peut commencer à diriger avec une telle légèreté de réflexion? Non, on doit être sérieux. Vous réunissez plus de 80 000 personnes au stade. Non, là, les conditions sont bonnes. Mais pour ce qui concerne les autres, non, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et il parle ici. Non, l'opposition devrait être radicale. Non, monsieur, vous n'êtes pas là pour apprécier la radicalité. Travaillez. Trouver des solutions aux problèmes des citoyens. C'est au peuple de dire non, l'opposition est à péter. L'opposition est faible. Mais ce n'est pas à vous de dire. Je comprends pourquoi. Mais c'est Tshilombo a passé plus de 5 ans au sommet de l'État dans la distraction ambiante. Donc il est dans une guerre, dans une conquête. Il est en guerre avec l'opposition.
des Fayoul ou des Mouzit, au lieu de résoudre les problèmes de la société. C'est un aveu important, M. Georges. Bon, écoutez, donc vous allez comprendre que... Un pouvoir a besoin d'une opposition forte pour lui faire un contrepoids. Non. Dans notre pays, dans notre pays, l'opposition, à moins que la constitution ait changé, l'opposition existe et existera toujours. Mais cette fois-là, les opposants sur terrain ne démontrent pas grand-chose. Mais ce n'est pas M. Chilombo et à son union sacrée de dire que l'opposition est faible. Non, c'est à la population. Vous comprenez que c'est par rapport à l'offre politique. Mais M. Chilombo nous a déçus pendant 5 ans. Que nous propose l'opposition? Écoutez, vous n'allez pas douter de son bilan c'est un autre débat. C'est un autre débat. Le bilan, est-ce qu'il y en a? Il y a un bilan. Il y a des sauts des moutons. Vous ne voyez pas un bilan positif? Le saut des moutons, monsieur Georges. Arrêtez de faire l'ironie. Arrêtez de jouer à l'ironie. Nous tous, nous savons que l'échec de M. Chilombo au sommet de l'État n'est plus à démontrer. N'est plus à démontrer. Tous les secteurs sont au rouge. Maître, je vous ai posé une question de savoir les revendications de l'opposition, outre la fraude électorale que l'opposition estime ou juge dans les chefs de l'équipe actuelle de la CENI. Elle évoque également l'insécurité dans l'Est, à Kwamouth. Elle évoque la balkanisation, la vie chère. La société congolaise aujourd'hui, mais est-ce que toutes ces revendications, il ne faudrait pas peut-être, quand je vois les 4 leaders aujourd'hui qui forment ces quator, il y a Délice Sanga, une intelligence qu'on ne peut pas remettre en cause, il y a Matata Ponyo qui a fait ses preuves avec Joseph Kabila ici, il y a Martin Fayoulou, et puis Moïse Katumbi. Vous ne voyez pas que ce sont des intelligences réunies qui peuvent faire de très bonnes propositions sur papier pour que le gouvernement, cette fois-là, puisse étudier comment, ensemble, ils peuvent les mettre en pratique, en lieu et place de se mettre dans la rue. Évidemment, monsieur Georges, la cherté de la vie dans la ville de Kinshasa, généralement, même en RDC, est-ce que c'est encore à démontrer? La dépréciation de la valeur monétaire du franc congolais, est-ce que c'est encore à démontrer? L'insécurité grandissante à Kinshasa ici, le phénomène Kuluna, la criminalité grandissante, la menace patente de la balkanisation, et tous ces fléaux, est-ce qu'il faut-il descendre du ciel pour venir dire, pour constater cela? Nous vivons au Congo. Donc vous comprenez que tout est rouge. Les politiciens se sont réunis, M. Katumbi, M. Fayoulou, et les autres se sont réunis. Bon, ils ont estimé que leur manière de faire entendre leur voix, c'est de descendre dans la rue. C'est constitutionnellement garanti. Alors pourquoi les en empêcher? Pourquoi empêcher assez paisibles les citoyens? Je serais porté, il faut signaler qu'on n'a pas empêché qu'ils... Mais les représentants de l'Union sacrée venaient déjà de vous souffler quelque chose ici. Et retenez la date d'aujourd'hui. Il a dit ceci, je cite. Arrivé à la note du 20, l'autorité peut aussi annuler s'il apprécie. Donc, dans les laboratoires de l'Union sacrée, ils sont déjà en train d'apprécier comment évoquer une autre raison pour reporter et mieux pour annuler la date. Donc, vous comprenez que nous sommes dirigés par des personnes qui donnent l'impression d'être des démocrates, mais en réalité ne le sont pas. Et ce sont des antivaleurs que nous avions décriés pendant plus de 10 décennies. On continue à le faire. Pour quelle finalité? L'UDPS, il faut avouer que c'est un parti. Moi, personnellement, j'admirais ces partis. Les combats du patriarche Étienne Tshisekedi. J'admirais ces partis. Mais voir comment... Non, on l'a dénaturé. On a dénaturé le combat du Sphinx. On a dénaturé. De là où il est, le Sphinx regrette ce qui se passe au Congo actuellement. C'est pas cette UDPS qu'on admirait de loin, qui commence à faire des choses comme... En tout cas... Donc vous allez comprendre que rien n'est tard, messieurs de l'Union sacrée. Revenez sur vos pas et laissez vivre la démocratie. Face Ramazani, Maître Norbert vous a acculé ici, il vous a accusé d'avoir... avouer clairement que vous étiez dans des stratégies voulant museler l'opposition, mais surtout, il vous accuse d'avoir avoué à la face du monde que vous étiez en train de juger
la qualité de l'opposition, en lieu et place de laisser le peuple, vous avez pour rôle de trouver des solutions aux problèmes de la population. Mais face aujourd'hui, ce que revendique l'opposition, la vie chère par exemple, c'est de votre responsabilité de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Vous, de l'Union sacrée, vous, le gouvernement, mais en lieu et place de donner au peuple des solutions, vous êtes dans cette guerre avec l'opposition, marche ou pas, cherchant des stratégies. Est-ce que vous voulez museler l'opposition dans ce pays pour qu'il y ait une voix ou une vision unique? Oui, Monsieur Georges, je vais vraiment répondre à votre question. Mais peut-être avant de répondre, je vais revenir sur certaines choses qui ont été dites par le co-débatteur. Oui, Maître Norbert. Lorsque vous l'avez présenté ici sur ces plateaux avec une casquette d'un analyste politique, j'étais tellement content parce que je savais qu'on va parler vraiment des choses rationnelles et je me disais vraiment que j'ai une personne sur les plateaux qui va vraiment analyser les choses comme il se doit. Au moment où, à l'entendre parler, je viens de découvrir que c'est vraiment c'est un éjaculateur des âneries. C'est pas vraiment un analyste politique, mais il parle des choses par rapport à sa position politique. Il a une position politique, ça je l'ai dit. Peut-être il est en train de cacher ça pour des raisons personnelles. Alors, je peux peut-être revenir sur certaines choses qu'il a évoquées là. Lorsqu'il a parlé des rôles de l'État pour protéger la population, trouver des solutions, il n'a pas tort, il a totalement raison. Mais dans ces rôles de l'État-là, de protéger la population, lorsqu'on étudie le rôle du pouvoir, pas de l'État. Bien évidemment. Il faut nuancer. Bien évidemment. Il y a une nuance très importante. Il y a la personne, soit une institution qui détient ce pouvoir-là, c'est l'État. Alors, vous m'avez d'ailleurs perdu parce que vous ne voulez pas, lorsque vous étiez en train de parler, je me suis dit. Alors, j'étais en train de dire par rapport à ce il a dit, protéger la population, machin. Alors, si l'autorité urbaine a constaté qu'il essaie un peu d'étudier, je l'ai dit tantôt, je le répète à tout moment, que non, c'est la personne la mieux informée, elle étudie les contextes et il connaît comment il peut procéder pour essayer un peu de protéger cette population. Ça sera eux-mêmes qui seront les premiers à se plaindre lorsque dans leur marche, on commence à réprimer certaines personnes, lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a des blessés, c'est eux-mêmes qui vont commencer à se plaindre. Alors, on a étudié, on n'a pas voulu à ce que ce genre de situation puisse arriver, on a dû reporter leur marche, on n'a pas annulé la marche, donc nous devons nous mettre d'accord sur certaines choses. Lorsqu'on a essayé un peu d'étudier les contextes, on a trouvé que non, si cette marche-là, si on maintenait cette marche, il peut y avoir des conséquences. Et ces conséquences-là, ça allait être ces mêmes personnes-là de l'opposition qui vont commencer à se plaindre, qui vont commencer à trouver des sujets à débattre sur les plateaux de télévision en disant que non, vous voyez, le régime de M. Tshilombo est là pour tuer les gens, vous voyez ce genre d'histoire. Alors, lorsqu'on essaie un peu d'étudier le contexte, pour éviter ce genre de choses, pour que ce genre des choses-là ne puissent pas arriver, on a dû reporter cette marche-là. On a étudié le contexte. On a jugé bon de choisir une date par rapport aux analyses faites par les experts. Alors, pourquoi vraiment venir éjaculer de n'importe quoi sur les plateaux, juste pour trouver des raisons, juste pour... Monsieur Georges. Merci, c'est un mot... Votre émission est pédagogique, les enfants. Bien sûr que je n'ai dit rien de... Il faut tamiser la qualité des invités. Alors, ce que j'étais en train de dire, donc, ce sont des gens qui cherchent à trouver des sujets sur les plateaux de télévision. Alors, nous, on est en train d'éviter toutes ces choses-là pour essayer un peu... Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour le pouvoir de chercher de pousser l'opposition à la faute et essayer de la rendre responsable de ce qui peut arriver après? L'État n'est pas là pour pousser l'opposition à faire quoi que ce soit. On est là pour étudier les contextes, pour bien gérer, pour qu'il n'y ait pas des interprétations comme ça se fait à tout moment. Vous savez, cette opposition-là qu'appartient Maître Norbert, c'est vraiment une opposition qui interprète les choses par rapport à leur entendement. Ils ont vraiment des analyses. Je ne sais pas s'il y a une faculté d'analyse pour essayer un peu de convaincre la population par rapport à leur compréhension. Ils font vraiment des analyses juste pour essayer un peu de convaincre une partie des populations d'adhérer à leur vision, soit à leurs analyses qui n'ont même pas de sens. Alors, nous devons éviter toutes ces interprétations-là. Voilà pourquoi on est en train d'étudier les choses par rapport au contexte qu'il y a actuellement, pour éviter à ce qu'il n'y ait pas, qu'on ne trouve pas des mots à raconter n'importe où. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce qu'on propose en termes de la sécurité
notamment des Quinois. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je suivais un reportage où on a mis la main sur un groupe de bandits du côté d'Engaliema, qui avait aussi des bandeaux rouges, une cinquantaine de jeunes gens qui se livrent à des actes de barbarie. Et en même temps, du côté du Kwango, du côté du plateau de Bateke, il y a toujours un ça ne va pas de ces côtés-là. Quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement de la ville, mais aussi le gouvernement central, pour que cette fois-là, Kinshasa retrouve sa paix? Monsieur Georges, vous avez dit quelque chose de très important là, qu'on a mis la main sur une bande de malfrats ou des criminels. C'est-à-dire, pourquoi ne pas essayer un peu directement délouer ces genres de prouesses? S'il n'y avait pas la présence, soit il n'y avait pas de stratégie mise en place, on n'allait pas mettre la main sur ces récalcitrants-là. C'est-à-dire, nous craignons que l'insécurité s'aggrave encore. Parce les gouvernements ou soit l'autorité urbaine n'est pas là pour dormir ou soit pour faire quelque chose qui n'est pas à l'intérêt de la population. C'est-à-dire, il y a des stratégies qui sont mises en place. Voilà pourquoi on est en train de détecter certaines bandes de personnes qui sont là pour déstabiliser ou soit pour mettre l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. C'est-à-dire, il y a des structures qui sont mises en place, il y a des structures qui sont déployées partout pour essayer un peu de mettre fin à cette situation-là. Nous savons, ça vraiment, je les reconnais qu'il y a des choses qui ne vont pas sur cet angle-là, mais on ne peut pas oublier, soit on ne peut pas nier l'effort qu'on est en train de faire par le gouvernement. Donc, on est en train de mettre des stratégies en place pour essayer vraiment de mettre fin à ça, malgré que cette situation persiste jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne peut pas nier, ou soit on ne peut pas oublier cet effort-là que fournit le gouvernement. Peut-être une dernière question avec vous pour cette thématique avant de rejoindre Maître Norbert. Fats Ramazani, Fayulu, Katumbi, Sesanga et, je ne sais pas, Mukwege, Matata et les autres, font-ils peur au pouvoir actuel? Vous savez, M. Georges, ce sont des têtes que je considère comme... ce sont des accompagnateurs. Donc, ce sont des gens qui ne font peur à personne. Même si ces différentes têtes qui sont là, ils décident de postuler à la députation provinciale, même face à moi, je n'aurais pas peur. Parce que ce sont des gens, oui, ce sont des gens qui n'aspirent rien. Ils ont eu à travailler dans ces pays, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Si nous commençons à citer un par un, vous allez voir que leur bilan, ce sont des personnes qui sont là juste pour essayer un peu d'effrayer les gens qui ne les connaissent pas peut-être, mais ce sont des gens je ne sais pas qui peut avoir peur d'eux. Ils se sont réunis là pour leurs propres intérêts, pour essayer un peu d'effrayer une bande de gens qui peuvent avoir peur d'eux. Mais ce sont des têtes qu'on ne peut jamais craindre. Maître Norbert Toulankoy, est-ce que ces quatorze-là effraie le pouvoir, apparemment? Monsieur Georges, je ne le dirai jamais assez que quand on passe sur un plateau de télévision, il faut, au-delà de la modestie, il faut être sérieux. J'en appelle au sérieux de mon co-débatteur. Il doit être sérieux quand il passe sur des plateaux de télévision. C'est un conseil d'amis, il doit être sérieux. Monsieur Fayulu, Monsieur Katumbi, Monsieur Delice Sanga, ce sont des noms des personnalités politiques dans ces pays, au regard de leurs erreurs. Je dois rectifier une chose. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Vous comprenez? J'ai loué ici que le débat était national. Je suis analyste politique indépendant. Mais je reconnais en ces personnalités de valeur. M. Katumbi a dirigé la grande province de Katanga pendant plus de 10 ans. M. Sesanga a été parlementaire depuis 2006. M. Fayulu, il a dirigé des grandes structures politiques, des rassemblements politiques. Il a été député national. Je crois qu'avec un peu de modestie et de sérieux, on doit reconnaître les autres. Je ne sais pas ce qu'on lui donne à l'Union sacrée pour venir dire des histoires comme ça, mais ce que l'on lui donnerait à l'Union sacrée, en tout cas, ça ne représenterait rien devant ces personnes. Je ne parle pas de finances ou de matériel, mais je parle des valeurs qu'incarnent ces personnalités. Je crois que par modestie et par sérieux, il faut arriver à dire des choses qui sont
raisonnablement cohérente. Il a dit une chose, je l'ai noté, que par rapport à l'insécurité, Kwamoutou à l'Est, il avoue qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Messieurs, quand les choses ne marchent pas, on démissionne. On ne vient pas pleurnicher sur les plateaux de télévision. On ne vient pas pleurer ici, les choses ne marchent pas, on reconnaît. Non, quand vous reconnaissez, démissionnez. C'est ça la culture d'un homme d'État. C'est ça être un homme d'État. Ne venez pas avec la démagogie ici, non. On a étudié les conditions sécuritaires, on a reporté. Quand les choses ne marchent pas, démissionnez. C'est justement la raison des organisations de manifestations. L'insécurité à l'Est, l'insécurité à l'Ouest, la cherté de la vie, l'exclusivité du processus électoral. Et vous voulez que les gens restent comme ça, endormis, qu'on vous acclame, qu'on chante Fachi Béton partout? Non. Il y aura des Congolais et Congolaises qui vont se lever pour dire non à ce genre d'aventure. Je crois que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, c'est des principes. Vous commettez des bêtises, vous venez sur un plateau de télévision, non, on reconnaît qu'il y a quelque chose il y a des choses qui ne marchent pas, alors démissionnez, assumez-vous. Mais en tant que pouvoir, on ne peut pas réussir à tout faire. Donc ça, sauf Dieu le Père, peut-être. Non, Parce que vous ne croyez pas que le peu qu'a pu faire ce pouvoir dans ce premier quel est ce peu? Quel est ce peu, M. Georges? C'est à ce niveau-là que Maître Norbert essaie un peu. Je vous prie de me sécuriser. Je suis spécialiste de ce C'est vraiment compliqué. Si on les commençait ici... aucune prouesse du pouvoir. Donc c'est vraiment regrettable. Laissez Maître Norbert poursuivre avant de... Merci de la sécurité, M. Georges. Quand on vient au pouvoir, on vient avec un programme. Par ironie, par blague, on demande toujours, même sur des réseaux sociaux, quelle est la vision du chef de l'État? Quelle est la vision? Personne n'arrive à nous dire quelle est la réelle vision du chef de l'État. Non, mais je crois que le pouvoir... L'évidence, c'est que vous avez reçu aujourd'hui un représentant de l'Union sacrée. Demandons-lui quelle est la vision du chef de l'État. Ça fait pratiquement 5 ans qu'il est au pouvoir. Quelle est la vision du chef de l'État par ricochet la vision de l'Union sacrée? Quand on vient au pouvoir, on vient avec une vision, un programme réparti dans chaque secteur. Quelle est la vision du chef de l'État dans le domaine sécuritaire? On va parler tout à l'heure de l'EAC, des forces régionales. Il a signé SADC, EAC, la MONUSCO. Mais finalement, quelle est la vision sécuritaire de M. Tshilombo pour le pays? Quelle est la vision de M. Tshilombo en ce qui concerne le panier de la ménagère, la cherté de la vie, la dépréciation de la monnaie? Mais la Covid, c'est une situation internationale qui a handicapé l'économie. Évidemment, la Covid a handicapé. Mais qu'ont fait ces autres États qui ont également été frappés par la Covid? Est-ce qu'ils continuent à pleurnicher comme le Congo pleurniche aujourd'hui? On a beau chanter à la veille de la nomination du nouveau gouvernement, Kagame est revenu, mais où est-ce que nous en sommes? On a un budget de 11 milliards, vous savez. Mentez, il en restera quelque chose. C'est ça la politique. Si je comprends bien, à mon entendement, la vision de l'union sacrée du chef de l'État, c'est la démagogie alors. C'est de dire des choses qui ne sont pas en réalité comme telles. Je crois, nous sommes en 2023, au mois de mai, ce que doit faire M. Tshilombo et sa troupe de l'union sacrée, c'est de démissionner. Maître, vous parlez de la démission, je crois que le message est passé et on sait comment les choses se passent dans notre pays. Mais c'est tout justement cette façon de faire là qu'on doit condamner. On ne doit pas continuer à faire la routine, on ne doit pas tout faire un cercle vicieux. On est là, on reprend les mêmes aventures, les mêmes erreurs, le même théâtre, les mêmes combinaisons et on veut s'attendre à quel résultat? Moi, je pense que les amis de l'Union sacrée ont des arguments, contrairement à ce que vous dites, et ils vont les avancer pour vous convaincre également. Je ne suis pas là pour poser des questions, mais je crois que l'occasion faisant les larrons, je vous demande de demander à mon estimé co-débatteur de nous donner la vision du chef de l'État. Peut-être que ça sera une occasion pour moi de comprendre la vision de M. Tshilombo au sommet de l'État aujourd'hui. Et je n'en parlerai plus. Je crois que Fast Ramazani a bien noté la question de Maître Norbert sous ma gestion ici, Fast. Prière de répondre à cette question-là de Maître Norbert, si ça va. Si vous pensez que ce n'est pas le moment,
Et, en tout cas, à vous le choix. Mais sinon, ceci nous permet de passer au deuxième sujet qui est la Commission électorale nationale indépendante, processus électoral en marche, crédibilité, mais aussi faisabilité, les contraintes auxquelles font face les membres de la CENI pour mieux aboutir à l'organisation des élections générales crédibles et transparentes, démocratiques. Maître Norbert, la CENI, à travers... Je reviens à vous, je reviens à Maître Norbert. J'aimerais commencer avec Fast Ramazani, qui est de l'Union Sacrée. Fast, la CENI affirme avoir enrôlé à ce jour plus ou moins 97,14% des Congolais attendus à 4 mois seulement. Alors, Fast, on est buté à des contraintes sécuritaires, mais aussi à des contraintes juridiques, le cas de la loi sur la répartition des sièges et autres, même si la CENI semble donner des dates pour l'adoption de ces lois-là, mais en réalité, est-ce que le processus électoral aujourd'hui rassure? Rapidement, parce que le temps déjà nous presse. Le processus électoral tel que voulu par la CENI rassure avec les doutes émis par l'opposition actuelle sur la composition de l'équipe? Une fois de plus, M. Georges, merci pour la question. Peut-être je vais essayer un peu de gérer mon temps en essayant un peu de revenir sur certaines choses que mon co-débatteur vient de dire. Si vous savez, lorsque vous venez sur une plateau de télévision et commencez à hurler, ce n'est pas ça avoir raison. Lorsque vraiment je l'avais bien dit, vous m'avez présenté et en tant que co-débatteur, j'avais tellement de réserves, mais lorsque je viens de découvrir ce qui vient de lui, donc c'est vraiment malheureux pour ce pays. Il est en train de hurler ici, le président doit démissionner. C'est de cette façon-là que le président de la République va démissionner parce qu'il y a quelqu'un, Norbert, un monsieur Norbert, qui hurle sur les plateaux de télévision qui va démissionner et il va le faire. Il dit, si les choses ne vont pas très bien, on doit démissionner. Je ne sais pas si ces mots-là, il prend ça comment. Il parle seulement de la démission. Peut-être il n'arrive pas à comprendre cela. Vous avez demandé la vision du chef de l'État. Je crois que vous avez des éléments à propos. Effectivement, merci beaucoup pour cette question. Avec tout le respect que je vous dois, parce que je sais que cette question-là n'est pas venue de vous. C'est une recommandation, si je peux le dire. Et non, puis, je ne suis pas, messieurs, vous pouvez essayer un peu de vous calmer. Je ne suis pas responsable de ces insuffisances ici, de la recherche, pour essayer un peu de commencer à... Il faut faire des recherches pour connaître la vision du chef de l'État. Évidemment, parce que vous ne faites pas partie de son cabinet pour découvrir certaines choses. Il faut faire partie du cabinet du président pour connaître sa vision. Messieurs, il faut avoir Lorsque vous étiez en train de parler là, j'étais tellement élégant. Donc il faut me laisser la vision de du parler. chef de l'État, c'est la Vous n'êtes pas les journalistes, c'est pas vous qui gérez les débats ici pour commencer à répondre aux questions. Nous prenons alors il faut vraiment acte de cette sécheresse. Je ne suis pas responsable de votre téléspectateurs. Donc il faut continuer. Vous êtes, je ne sais pas moi, juriste, ou soit vous êtes maître, je ne sais pas moi, maître cordonnier, ou soit maître quelque chose. Je ne sais pas. Alors parce que vous, mais nous prenons acte que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas venir sur les plateaux de télévision comme nous ne sommes pas les seuls à maîtriser la vision. Même les gens pour qu'il démissionne parce que c'est vous qui l'avez dit. La vision du chef de l'État. C'est pas ça être scientifique. L'État nous fait des fautes. Ce qui me fait encore mal, vous l'avez présenté ici en tant qu'analyste politique. L'analyste politique qui ne reconnaît aucune prouesse du pouvoir en place. C'est quelque chose vraiment. Mais moi je me pose une question. Je ne pas du dialogue. Je ne sais pas. Reconnaître quelque chose, c'est la grandeur d'une personne. Reconnaître quoi, monsieur? Reconnaître les efforts fournis par une personne. C'est la grandeur. Vous n'êtes pas les journalistes ici. Vous n'êtes pas les journalistes ici. Les questions reviennent. Les questions reviennent aux journalistes. Donc c'est pas à vous de me poser la question. C'est-à-dire si vous avez des insuffisances, si vous avez des insuffisances, lorsqu'il était en train de parler, je me suis vraiment... S'il vous plaît, permettez-moi de poursuivre l'émission. Il m'a pris tout le temps. On appelle aux autorités de l'Union Sacrée de nous retirer la qualité. Permettez-moi de poser... Comment passer sur un plateau de télévision n'est pas maîtriser la vision de son chef? Permettez-moi... On doit lui retirer la qualité du communicateur. Face Ramazani, ma question est celle de savoir, croyez-vous à ce processus, à ce qu'il y ait élection? L'opposition met en doute la composition de l'équipe actuelle de la CENI.
On a des contraintes sécuritaires. Il y a eu des provinces dont l'enrôlement n'a pas bien eu lieu, le cas des Kwamut, le cas des Rutshuru, des Massissi et autres. Est-ce que pensez-vous qu'on ira aux élections dans ces conditions-là? Mais c'est Georges, jusqu'à ce niveau ici, je ne sais pas pourquoi encore douter sur les efforts que la Commission est en train de fournir. Nous sommes arrivés dans une étape où tout est presque prêt. Alors, je ne sais pas pourquoi encore émettre des doutes par rapport à la tenue des élections. Mais lorsque les partenaires au processus, les cas de l'opposition, qui émettent des doutes dans la composition de l'équipe actuelle, estimant que l'Union sacrée a fait un forcing, alors vous ne pensez pas que l'on risque d'aboutir à un processus électoral chaotique alors qu'on voudrait des élections organisées de façon digne avec Félix Tshisekedi? La Commission a tellement des experts qui vont faire à ce que cette élection puisse éviter les chaos. Vous savez, l'opposition en question que vous êtes en train de me parler, c'est une opposition, si elle est en train de douter, c'est une opposition qui doute même avec sa propre pensée. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle pour nous dire que non, l'opposition est en train de douter. Au moment où l'effort est en train d'être fait, ça se voit. Il y a pas beaucoup de jours, je crois, le week-end passé, il y a un communiqué qui a été rendu officiel par rapport aux différentes étapes calendaires, par rapport au processus électoral. Alors, pourquoi encore douter à ce genre d'histoire au moment où toutes les choses... D'ailleurs, on a rappelé, Madame le rapporteur de la CENI a d'ailleurs rappelé à tous les candidats, à tous les partis politiques de s'apprêter. Parce qu'il y a vraiment une avance par rapport à tout ce qui s'est fait. Et directement, il y aura adoption de la loi sur les répartitions des sièges. Maintenant, je ne sais pas pourquoi encore il faut douter au moment où les choses sont vraiment claires, ça se voit qu'on est en train de respecter la Constitution. Vous ne pensez pas que le on a fourni des efforts les revendications de ceux qui voudraient marcher ici planteraient un décor pour un probable dialogue comme on en a l'habitude? C'est d'ailleurs, je peux considérer ça comme un non-événement qui ne va rien vraiment affecter tout ce qui est en train d'être fait. Merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment en tenir compte. Ils vont marcher, s'ils vont marcher, et puis ça va vraiment passer comme ça. Nous tendons presque à la fin de l'émission. Maître Norbert, processus électoral aujourd'hui, est-ce qu'il y a un décor planté pour un dialogue et à ce qu'il y ait un glissement? Parce Monsieur Georges, je crois qu'il faut appuyer fort sur la question. Vous avez posé la question à mon co-débatteur, la vision du chef de l'État. Il faut noter que même les membres de l'Union sacrée ne maîtrisent pas cette vision. J'attends les jours où vous serez journaliste et vous allez me poser cette question. Même nous qui sommes membres de l'Union sacrée. Pourquoi vous vous attelez à cette question au moment où vous n'êtes pas autorisé à poser la question ici? Les jours où vous serez journaliste, vous allez m'inviter sur votre plateau et puis je vais vous répondre parce que j'ai vraiment des éléments suffisants par rapport à ça. On doit vous ne pas hurler sur un plateau de télévision, c'est ça, avoir raison. Les jours où vous serez journaliste, vous allez m'inviter, je vais vous répondre à cette question. Laissez-lui poursuivre parce qu'on est déjà presque en dépassement de temps. Maître, il s'agit pour rien. C'est plutôt qui la crédibilité du processus sécurisez-moi. Je vous sécurise. Le débat est tellement élevé. Le débat est élevé. Même n'a pas voulu. Le débat est élevé. Le débat est élevé et généralement ce sont les gens de l'Union sacrée qui viennent avec de la légèreté et de la mesquinerie dans des débats politiques. C'est pour citer l'Union sacrée. Voilà pourquoi vous avez fait l'effort de pouvoir garder votre position politique en poche, parce que vous ne voulez pas qu'on puisse citer votre parti soit votre position politique. Est-ce que je peux dire? Vous n'êtes pas analyste politique, Maître Norbert, vous êtes membre d'un parti politique de l'opposition. Parce que quand vous partez dans un plateau de télévision, il faut vraiment faire l'effort. Vous voyez les agitations, les responsabilités. Il n'y a aucune agitation. Maître, s'il vous plaît. Il faut vous assumer, monsieur. Le processus électoral, je crois que... Décor planté pour un dialogue? Non, pour le moment, les décors implantés pour des élections chaotiques, des élections très chaotiques. Vous savez, la Constitution, la loi électorale ont fait un constat amer. Que tous les cycles électoraux qu'a connu la République démocratique du Congo ont souvent été accompagnés de revendications, de morts d'hommes, de bains de sang. Vous comprenez? D'où la loi électorale prône la transparence, la crédibilité et surtout l'inclusivité. Mais nous sommes dans un État démocratique où il y a des camps, plusieurs camps.
D'autres qui estiment, comme les gens de l'Union sacrée, que le processus est crédible, le processus est sain. Mais il y a également des autres qui estiment que ce processus est entaché d'irrégularité, notamment en ce qui concerne, s'il vous plaît, messieurs, laissez-moi parler. Vous aviez le temps de raconter votre vie. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Rapidement. Alors, notamment la composition du bureau de la CENI. Mais offrons-leur une occasion. Offrons-leur une occasion de les écouter. S'ils racontent des histoires, on va tirer les conséquences. Mais pourquoi cette façon de rejeter en bloc tout ce que pensent les autres? Vous pensez que l'Union sacrée est la seule à prôner, à voir la rose? Est-ce que le pays ne va pas s'arrêter parce que ceux-là ne sont pas entrés? Non, les problèmes aussi dans notre pays, c'est quoi? Moi, je ne suis pas de l'opposition, monsieur. Vous êtes de l'opposition. Ça, vraiment, là, vous êtes responsable. Vous êtes de l'opposition. Parce que vous ne faites pas une analyse rationnelle. Si pour vous, faire une analyse responsable, c'est ici. Vanter Fatih Béton, vanter l'Union sacrée, non. Moi, je suis rationnel dans mes analyses, monsieur. C'est ce que vous appelez la rationalité. C'est ce que vous appelez la rationalité. Vous vous trompez à tout le monde. Vous vous trompez, bien évidemment. Vous vous trompez. C'est pas ça la rationalité. Je crois que nous sommes intellectuels. J'étais en train de parler, monsieur. On est intellectuels. Essayons d'être... J'étais en train de parler de l'inclusivité. L'inclusivité ne signifie pas un dialogue. La crédibilité ne signifie pas un dialogue où on va faire appel aux acteurs politiques et à la fin du dialogue, on se dispatche des postes. Non! C'est-à-dire, vous écoutez les amis, leurs propositions, leurs desiderata, leurs inquiétudes. De toutes les façons, les élections, c'est pour nous tous. Les élections, c'est pour nous tous. Mais cette façon de faire les choses, ça dénote d'une mauvaise façon de voir les choses et d'une mauvaise façon de procéder. Nous ne voulons pas que nous puissions avoir les mêmes réalités électorales. À la fin des élections, ben de sang, tel réclame que tel a triché. Nous voulons, en 2024, le nouveau président qui va entrer, ou M. Tshilombo sera réélu, qu'il gère dans une atmosphère de quiétude et de paix. Mais pour cela, nous devons déjà travailler. Mais bientôt, il y aura la loi sur la répartition des sièges. Il y aura la convocation des... Moi, je pense que tout cela, c'est bien beau, mais il faut appeler. Parce que les opérateurs politiques, ce sont eux qui concourent aux activités électorales. Il faut les appeler, ce sont eux les concernés. Comment la CENI peut faire fi aux revendications des uns et ne considérer que celles des autres? Non. Maître, vous avez... Je crois que je ne suis pas en train de favoriser un dialogue qui aura pour issue le partage de postes. Je ne suis pas dans cette optique. Mais je suis en train de postuler à l'inclusivité, à la compréhension, à la tolérance, à l'écoute des autres. L'autre a un mot à dire. L'autre peut nous aider à avancer. L'État nous fait défaut, maître. Souffrez que vous reviendrez à la Je serai toujours disponible. Débattre. Un dernier mot, peut-être en 30 secondes. Bon, dernier mot par rapport au sujet développé. J'en appelle aux autorités qui sont établies, aux autorités nationales, aux autorités urbaines, de sauvegarder les acquis démocratiques. De sauvegarder les acquis démocratiques, je crois que les reports de la marche de l'opposition étaient inopportuns. Je crois, en ce qui concerne la sécurisation de notre peuple, il revient au pouvoir public de prendre ces dispositions. Et lorsqu'un pouvoir public manifeste sa faiblesse, la logique voudrait que ces pouvoirs démissionnent et fassent place à un autre plus compétent. Quant au processus électoral, je suis en train de prôner les dialogues, l'écoute. Il faut écouter l'autre. Il faut écouter l'autre de peur de s'ériger en dictateur, despote et faire bloquer les choses, et nous allons reculer de 20 pas en arrière, chose que nous ne souhaitons pas. C'est votre dernier mot pour cette émission. Merci beaucoup, Maître Norbert. Je vous en prie, Ramazani, un dernier mot rapidement parce qu'on est en dépassement du temps déjà. La régie nous signale. Oui, ce que peut-être je peux rassurer au peuple congolais par rapport à tout ce qui a été dit ici, tous les sujets, parce que ce sont des sujets vraiment importants qui ne s'agitent pas, ou soit qui ne craignent rien du tout. Les élections auront bel et bien lieu, et ça ne serait pas, ces élections ne seront pas des élections chaotiques, ce sera des élections qui vont respecter la Constitution, et ce sont des institutions qui seront tenues au temps voulu par la Constitution. Merci beaucoup, Fast Ramazani. Je crois que le peuple a suivi, et vous qui nous suivez,
vous qui réagissez, nous vous disons encore merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Appréciez et faites vos critiques, vos remarques à travers des commentaires, à travers les numéros affichés à la bande défilante. En tout cas, nous sommes très réceptifs et nous allons réagir. Venez aussi débattre avec les autres quand ça vous plaît. En tout cas, nous sommes disposés. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à Maître Norbert pour votre participation. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. Évidemment. Et vous êtes juriste. Et opposant. Face Ramazani, l'Union Sacrée. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Merci à la régie. Merci à Mouzika Dieudonné derrière les caméras, à Charlie Mpoyi et à Rabi Mayele à la réalisation. Et restez en compagnie des programmes de DRC Info. Et je vous retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur Forza Amazon.